Bonjour à tous, avec Sarah on va vous présenter les résultats de l'enquête sur les pratiques de biopréservation utilisées par les industriels au niveau national. Dans cette enquête, nous avons ciblé les 4 filières agroalimentaires principales, les produits carnés, les produits de la mer, les produits laitiers et les produits végétaux. Et cette enquête a été réalisée dans le cadre du RMT FLORPRO 2 et incluait les FIP, Actalia, l'ADIV, Aerial et l'Université de La Réunion. On va faire la présentation à 2 voix avec Sarah. Un des objectifs du RMT FLORPRO 2 était de lever les verrous scientifiques et techniques qui limitaient l'usage de la biopréservation qui est considérée comme prometteuse pour la maîtrise des micro-organismes, qu'ils soient pathogènes ou d'altération. Et le RMT a également ciblé qu'on manquait de connaissances quant à la mise en application de la biopréservation par les pays utilisateurs et du coup qu'il était nécessaire d'échanger plus en détail avec eux. Et du coup l'objectif du projet c'était de bénéficier d'un retour d'expérience des entreprises utilisatrices de la biopréservation et d'échanger avec eux sur la mise en application de la technologie dans leur infrastructure sur les produits qui biopréservent et d'échanger avec eux sur les avantages qu'ils ont pu mettre en évidence et les limites qu'ils ont pu rencontrer. Donc cette enquête s'est déroulée en 2 étapes. Déjà, on a monté un questionnaire qui a été transcrit en ligne via l'outil SurveyMonkey. Et les résultats de ce questionnaire nous ont permis d'identifier des entreprises utilisatrices qui étaient d'accord pour échanger de manière plus approfondie avec les partenaires du RMT. Et du coup, les résultats obtenus nous ont permis de compléter ceux obtenus par la voie d'enquête. Alors cette enquête a été diffusée assez largement par différents moyens. Notamment via les partenaires du RMT à destination de leurs contacts privilégiés, que ce soit en France ou à l'international. Mais également, cette enquête a été transmise au niveau français, aux syndicats, aux fédérations interprofessionnelles, et ces syndicats les ont transmises à leurs adhérents. Alors, ils ne sont pas tous cités, mais notamment la FIC, Tinapor et Culture Viande pour la filière carnée, le CNIEL et le CNAOL pour la filière laitière, la DEPAL pour les produits élaborés, SINAFA pour les produits traiteurs frais, le CITPPM pour les produits de la mer, ainsi que l'ANIA, entre autres. Au niveau Europe, l'ACTIA a transmis l'enquête à ses partenaires privilégiés, la FICT au CLITRAVI, qui est son équivalent au niveau européen, et INAPOR aux partenaires du projet EUPIG. Et Actalia l'a diffusé également à la Fédération internationale laitière. Donc on en profite pour les remercier encore d'avoir fait cet effort de diffusion. Donc la diffusion a démarré en mars 2020, qui était une période assez critique, il faut le dire, pour répondre à ce type de questionnaire. Ce n'était pas du tout leur priorité. Il y a eu plusieurs relances et pour autant on a quand même eu des résultats assez intéressants que Sarah va présenter. Donc, en ce qui concerne le retour de l'enquête en ligne, on a reçu au total 36 réponses via la plateforme SurveyMonkey qui touchait toutes les filières, donc la filière produits carnés, produits de la mer, produits laitiers, produits végétaux, mais aussi produits traiteurs et produits céréaliers. Pour autant, on a eu beaucoup de réponses non complètes, incomplètes ou inexploitables. Et après prise de contact, on s'est rendu compte qu'en fait, souvent, c'était des personnes qui n'étaient pas concernées par la biopréservation finale, finalement, qui n'étaient pas utilisateurs et qui ne se sentaient que peu concernés, ou qui jugeaient le sujet trop sensible pour répondre au questionnaire en ligne. Nous avons obtenu un total finalement de 13 réponses complètes qui ont pu être exploitées et qui ont servi de base du coup à l'interprétation qui va suivre sur ce projet. Sur les 13 réponses complètes, 5 provenaient de la filière produits carnés et 8 venaient de la filière des produits laitiers.
Nous n'avons obtenu que des réponses au niveau national uniquement. Nous avions diffusé une version en anglais de l'enquête. Pour autant, nous n'avons pas eu de retour malheureusement sur cette version anglaise. Mais pour autant, les retours que nous avons eus de la filière produits laitiers et produits carnés concernent des produits qui sont exportés sur le marché européen ou à l'international pour certains produits. Les retours complets ne l'ont été surtout que via le réseau des contacts privilégiés a priori. Et du coup, comme je le disais, donc nous avons obtenu des retours complets que de la filière laitière et carnée. Une des explications aussi, c'est que en ce qui concerne par exemple pour le produit de la mer, on avait eu un peu un off par rapport à ça, c'est que très peu d'entreprises utilisent, a priori une seule entreprise utilise la biopréservation pour les produits de la mer, donc ça explique le peu de retour aussi pour ces filières en particulier. Et un des freins qui avait été souligné notamment pour la filière produits de la mer, c'était un frein réglementaire qui empêchait l'utilisation. On aura l'occasion d'en reparler. Ça, c'est pour le questionnaire via SurveyMonkey, qui nous a servi, comme le disait Carole, à cibler des entreprises pour réaliser des entretiens. Donc 8 entretiens personnalisés ont été réalisés avec les entreprises, 4 de la filière carnée et 4 de la filière laitière. Ça concerne aussi bien des PME que des grandes entreprises. Et ces retours ont été particulièrement riches et ont permis de compléter les informations déjà collectées au préalable via l'enquête en ligne SurveyMonkey. En ce qui concerne les produits biopréservés qui ont été recensés dans le cadre de l'enquête, ça concerne des produits avec une belle diversité de produits. Au niveau de la filière laitière, on a retrouvé des fromages affinés, des fromages blancs, des produits traiteurs, également de la crème fraîche épaisse et divers produits ultra frais. En ce qui concerne la filière carnée, on a retrouvé des produits comme du blanc de poulet cuit, du jambon cuit tranché, des chipolatas et des saucisses type knacky. En ce qui concerne la destination de commercialisation, que ce soit pour la filière laitière ou la filière carnée, on retrouve des produits qui sont exportés au niveau européen et pour la filière laitière, des produits qui visent un marché plus à l'international encore. Tous les produits biopréservés présentaient quasiment un mode de conservation réfrigéré et présentaient soit une mention DLC pour les produits de la filière carnée et les produits ultra frais de la filière laitière ou une DDM pour les autres produits laitiers type les fromages affinés. En ce qui concerne la filière carnée, le mode de conservation était sous atmosphère essentiellement avec un petit peu de sous-vide, notamment pour les saucisses de type Naki. La biopréservation dans ces produits se faisait essentiellement via l'utilisation de cultures protectrices bactériennes qui produisent naturellement des métabolites. On a eu un exemple d'utilisation dans la filière carnée d'herbes dans un objectif de biopréservation de chipolata. On n'a pas eu de retour d'utilisation de levure ou de moisissure dans un objectif de biopréservation, ni de bactériophages, sûrement dû à des problèmes réglementaires aussi, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'essais qui ont été montrés dans le cadre du retour d'essais via l'enquête. Les solutions utilisées de cultures protectrices sont le plus souvent des cultures qui sont commerciales, de manière très majoritaire, et on a un retour d'une entreprise qui développait en interne ses propres cultures protectrices dans la filière lait. La plupart du temps, le mode d'action est connu de ces cultures protectrices. Ce qui a été répandu en tout cas dans l'enquête en ligne, c'est que pour la filière lait, c'est le plus souvent la production de bactériocines et de peptides qui confère l'avantage de biopréservation. Et on a un petit peu de compétition bactérienne aussi. Et les retours de la filière carnée ne montraient que des compétitions bactériennes a priori. En tout cas, c'était les retours que l'on a eus et des modes d'action connus par les répondants. En rôle technologique additionnel, il y a une question qui leur a été posée. Est-ce que les cultures de biopréservation ont uniquement un rôle de biopréservation dans vos produits? Pour la filière carnée, il n'y a eu qu'un seul exemple de ferment de biopréservation qui était utilisé également pour son rôle technologique d'aromatisation. Tandis que dans la filière laitière, la plupart du temps, on observe des rôles multiples de biopréservation combinés avec un rôle technologique, que ce soit l'acidification, le développement d'arômes, le développement d'aspect ou de texture. La biopréservation chez les répondants
présenter une antériorité d'utilisation plus importante dans la filière laitière, avec une utilisation de la biopréservation qui remonte à 14 ans en moyenne, versus 6,6 ans en moyenne pour la filière carnée. On a des objectifs de mise en œuvre qui sont relativement communs aux deux filières, avec un objectif de maîtrise de la qualité microbiologique des produits, avec une maîtrise de la croissance des flores pathogènes d'altération, donc pour une maîtrise de la durée de vie microbienne des produits. L'objectif de mise en œuvre aussi dans les deux filières, c'est la diminution de l'utilisation des conservateurs, des additifs, pour répondre à une attente sociétale dans une démarche de Clean Label. En ce qui concerne l'étiquetage, dans les deux filières, les cultures protectrices de biopréservation sont étiquetées ferment ou ferment lactique, et ceci dans la liste des ingrédients. Une question qui a été posée aussi aux répondants et qui a eu lieu aussi à des échanges plus importants lors des entretiens, c'est quels sont les freins que vous avez pu rencontrer à l'utilisation de la biopréservation. Et l'un des freins majoritaires dans les deux filières concernées était l'absence de cadre réglementaire qui ne favorise pas le déploiement de la technologie, donc que ce soit pour la filière carnée ou pour la filière laitière. Ça représentait vraiment un frein certain, notamment au développement de nouveaux produits biopréservés. On a constaté que dans beaucoup de cas, en tout cas, les industriels étaient un petit peu bloqués sur le fait de déployer cette technologie à d'autres produits en raison de ce cadre réglementaire qui reste très flou à l'heure actuelle. En autre frein considéré pour les deux filières, il a été noté un coût d'utilisation qui pouvait être parfois un petit peu important par rapport au rapport bénéfice. Pour la filière produits laitiers, exclusivement, on a observé qu'il y avait une absence d'autorisation de l'usage, enfin il a été noté une absence d'autorisation de l'usage des cultures protectrices dans le cahier des charges d'une AOP en tout cas, qui restreignait l'utilisation du coup de la biopréservation pour cette AOP. Et également, il a été observé des défauts organoleptiques avec une acidification trop importante due à l'utilisation des cultures protectrices et qui a entraîné du coup des altérations organoleptiques. Pour la filière carnée, le manque d'efficacité a été noté, un manque d'efficacité du coup de biopréservation dans les produits biopréservés, et avec également des difficultés de mise en œuvre et d'application des cultures de biopréservation lors du process. Dans la filière lait, l'application à l'échelle du procédé de l'utilisation des cultures protectrices semble particulièrement aisée et ne nécessite aucun investissement. C'est ajouté en mélange directement avec les autres ferments à action technologique chez tous les répondants de l'enquête et des interviews. Et pour la filière carnée, ça peut être mélangé dans la mêlée directement, donc là ça ne nécessite pas forcément d'infrastructure en particulier, mais ça peut nécessiter certaines infrastructures dédiées, notamment dans le cas de pulvérisation, enfin dans le cas d'un besoin de pulvérisation des cultures protectrices ou d'injection dans la masse par exemple. Les surcoûts engendrés semblent être relativement équivalents dans la filière laitière au carnet et on se situe entre 3 centimes et 10 centimes par kilo de produits de coût d'utilisation de la biopréservation pour les deux filières. En ce qui concerne la valeur ajoutée pour les entreprises de la biopréservation de leurs produits, il semble que la plus-value est similaire dans les deux filières. Donc là, on a regroupé les résultats des deux filières. On leur a posé un certain nombre de questions. Du coup, est-ce que il y a une plus-value vis-à-vis, par exemple, de l'ouverture vers d'autres marchés de l'utilisation de la biopréservation ou pour l'allongement de la durée de vie sensorielle, la réduction du gaspillage, la réduction du nombre de retours produits, etc. Quand vous voyez du vert, on va d'une plus-value importante ou très importante pour les répondants. Et quand on se situe dans du jaune et du orange, on est sur des plus-values qui semblent peu importantes ou très peu importantes pour les répondants. Donc là, on note que la plus-value principale dans le cadre des deux filières réside dans la diminution de la prévalence de bactéries pathogènes et notamment pour la maîtrise de la durée de vie microbiologique existante. Et que la plus-value par rapport à la maîtrise de la durée de vie sensorielle ou par exemple l'allongement de la durée de vie sensorielle semble relativement plus faible pour les deux filières.
Si on regarde plus spécifiquement par filière les plus-values, les valeurs ajoutées pour les entreprises de l'utilisation de la biopréservation, on se rend compte que ça reste relativement similaire. On a juste noté que pour la filière carnet, il y avait peut-être un intérêt plus poussé pour la maîtrise de la flore d'altération via l'utilisation des cultures protectrices. Donc moi j'en ai fini pour le retour et je vais passer la parole à Carole. Ouais, je vais présenter finalement les principales conclusions de cette enquête. Comme Sarah vient de le dire, hein, le principal objectif d'utilisation de ces cultures pour les professionnels, que ce soit filière carnet ou filière laitière, c'était vraiment la maîtrise des micro-organismes, qu'ils soient pathogènes ou d'altération. Et dans un deuxième temps, le maintien de la durée de vie microbiologique, mais pas l'allongement. On parle bien de maintien dans un contexte de réduction de l'utilisation des conservateurs. Sinon, par rapport aux entreprises qui ont été interrogées, on a noté au final une forte satisfaction, hein, un fort bénéfice par rapport à l'utilisation de cette technologie. Très peu de répondants, ou même lors des entretiens, ont indiqué qu'ils n'étaient pas satisfaits. Les surcoûts identifiés sont principalement liés finalement au pré-essai, donc là c'est plutôt des résultats qu'on a eu dans le cadre des entretiens. Donc les pré-essais, c'est-à-dire la validation par la réalisation de challenge test, et puis l'achat du ferment. Donc ça c'est vraiment les deux postes clés pour la mise en place de cette technologie. Mais cependant, ils ont estimé que le bénéfice était majoritaire par rapport au coût, donc ça ne constitue pas un blocage à l'utilisation de la technologie. Par contre, le principal frein qui a été vraiment rencontré, c'est l'absence de réglementation, et ça a été vraiment dit unanimement, et ça limite fortement le déploiement de la technologie. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui font des pré-essais en interne, qui marchent, mais qui ne veulent pas lancer les produits sur le marché tant que la réglementation n'est pas plus claire. Donc on a vraiment besoin de clarification de cette réglementation si on veut déployer cette technologie, surtout actuellement dans un contexte de réduction de l'utilisation des conservateurs, et notamment des nitrites. Donc, une petite question qui leur a été posée aussi, est-ce que vous biopréservez les surfaces? Donc, dans la filière laitière, a priori, c'était négatif. J'ai pas eu de retour par rapport à ça. Voilà. En tout cas, par rapport à la filière laitière, il n'y a pas eu de retour. Donc, ces résultats concernent la filière carnet. Donc, on a eu un répondant qui a dit avoir fait des essais qui n'étaient pas négatifs. Ils avaient rencontré quelques soucis, mais cependant, ils n'avaient pas abandonné l'idée et dès que le temps leur permettra, ils continueront les essais, en tout cas sur les surfaces. Un autre retour qu'on a eu, c'est par rapport à l'utilisation de la biopréservation sur des emballages destinés à recevoir des produits. Et là, l'efficacité s'est avérée très peu efficace. Enfin, l'efficacité n'était pas bonne, du coup, ils sont revenus aux désinfectants classiques. Voilà. Puis un troisième qui a répondu qu'il n'avait jamais testé. Donc, comme vous l'avez vu, on a obtenu des retours uniquement au niveau national, ce qui est déjà une bonne manne d'informations. Pour pallier justement le manque de retour au niveau international, on a décidé avec Sarah de vous présenter quelques exemples de produits biopréservés à l'international, notamment les saucisses pâte fine en Grande-Bretagne, donc à visée de maîtrise de Listeria monocytogenes, ou les burgers en Pologne et en Espagne, donc à visée de maîtrise de Listeria, mais également d'amélioration de la durée de vie. Et enfin, les lardons en Allemagne, voilà, pour la maîtrise également de la croissance de Listeria. Donc dans les 4 cas, les ferments étaient indiqués en tant qu'ingrédients dans la liste. Concernant la réglementation pour ces pays, donc à ma connaissance, en Grande-Bretagne, en Pologne et en Espagne, il n'y en a pas. En Allemagne, il y a des critères microbiologiques qui permettent à une certaine concentration qui autorisent une certaine concentration de flore lactique, sauf si usage de flore protectrice, ce qui implicitement autorise l'utilisation de la biopréservation. Donc également un exemple sur des laitues iceberg aux Pays-Bas, pour maîtriser la qualité sensorielle et à visée d'inhibition de Listeria. Donc pour ce produit, aux Pays-Bas, la réglementation, c'est une tolérance de Listeria, mais il faut montrer qu'il y a une absence de croissance. Et enfin, un dernier exemple, c'est les pommes au caramel aux USA qui sont biopréservées suite à une épidémie qui avait eu en 2014 ou 2015 qui avait fait des morts. Et depuis, le produit a été biopréservé et le couple
culture produit a reçu le statut GRAS. Hein. En Europe, c'est l'équivalent QPS. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je remercie le groupe de travail qui a permis de mener à bien cette enquête, ainsi que les membres du RMT qui ont contribué aussi à l'élaboration du questionnaire, et puis toutes les personnes qui nous ont permis de diffuser ce questionnaire.